Monsieur le ministre, bonjour et merci de nous recevoir. Bonjour et bienvenue. Vous avez pris vos fonctions de ministre du Tourisme et de l'Artisanat il y a maintenant un peu plus d'un mois. Quels sont les grands chantiers prévus, grosso modo? D'abord, il faut savoir que l'Algérie est une destination touristique en construction. Le gouvernement algérien, conscient qu'il est de l'importance du secteur du tourisme et de celui de l'artisanat, a approuvé une stratégie, un schéma directeur d'aménagement touristique qui s'articule autour de 5 axes, ou si vous voulez, 5 dynamiques. À titre d'exemple, je vous en cite la première, c'est le plan de destination justement, le plan destination Algérie. Comment va-t-on faire? Quelles mesures doit-on prendre pour que l'Algérie devienne une destination touristique? Alors quand je vous dis plan de destination, cela revient à parler de la communication, de la publicité, de l'information, des technologies d'information et de communication. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce qu'on peut construire une destination touristique en ayant un plan de destination efficace et offensif et agressif? Réponse, non. Et c'est pour cela qu'il y a d'autres dynamiques. La deuxième, c'est le plan qualité. Parce que nous sommes conscients aussi que là où le bas blesse chez nous, c'est au niveau de la qualité des prestations. Et c'est pour cela que le gouvernement algérien a encore approuvé la carte de la formation touristique Algérie. Cette carte, on en parlera tout à l'heure si vous voulez, vise à faire ressortir les besoins en métiers touristiques inhérents selon la répartition géographique, parce que, bien entendu, on ne forme pas n'importe comment, on forme suite à une étude des véritables besoins. Troisième dynamique, pour ne pas faire très long, c'est l'encouragement de l'investissement. Parce qu'il est vrai que nous avons un déficit assez quand même criard en matière de capacité d'hébergement, mais là aussi il y a beaucoup à dire parce que nous ne voulons pas encourager n'importe quel investissement. On en reparlera tout à l'heure. La quatrième, c'est l'accompagnement financier pour justement accompagner les investisseurs, et il faut dire ici, il faut saluer les efforts des banques algériennes, des banques publiques qui ont adhéré pleinement à l'accompagnement des investisseurs, des porteurs de projets, et nous sommes maintenant en train de voir dans quelle mesure établir des conventions avec les banques privées. Et enfin, parce que c'est le maillon le plus important de la chaîne, l'intersectorialité. Le tourisme étant un secteur transversal, on ne peut pas parler de tourisme sans route, on ne peut pas parler de tourisme sans transport, on ne peut pas parler de tourisme sans eau, sans énergie, sans environnement, sans culture, et c'est pour cela que le gouvernement algérien a mis l'accent sur cet aspect intersectoriel pour donner justement au secteur touristique l'accompagnement des autres secteurs, sachant que le jour où notre secteur décollera, il va entraîner dans son sillage tous les autres secteurs. Donc ça, c'est grosso modo la stratégie adoptée par le gouvernement algérien en vue de construire, ou si vous voulez, reconstruire la destination Algérie. Rappelons rapidement que vous passez des fonctions de secrétaire d'État chargé du tourisme au poste de ministre. Vous attendiez-vous à de telles responsabilités? Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Secrétaire d'État chargé du tourisme, ce qui a changé maintenant, c'est que j'ai en charge aussi l'artisanat. Je considère cela comme une très lourde responsabilité, absolument lourde, mais lourde comme pas possible, parce que quand on a affaire à un pays aussi beau que l'Algérie, aussi varié, aussi profond, moi je vous dirais tout de go, tous les mots du monde, toutes les images que vous allez donner et tous les sons du monde seront incapables de reproduire fidèlement la réalité de la beauté algérienne. Donc mettre en tourisme un si beau pays est une tâche en même temps difficile et facile, je voulais dire. Difficile eu égard, comme j'ai dit, à la diversité, à la profondeur, à la complexité. Facile parce que le beau se vend de lui-même en principe. Mais ceci étant, que l'handicap que nous rencontrons est d'inculquer aux professionnels du secteur cette culture touristique, les inciter à faire preuve de modernité ou de modernisme, à utiliser les technologies d'information, de communication, à utiliser le marketing touristique, etc. Ça aussi, si vous le voulez, on en reparlera. Alors justement, vos expériences passées au sein de l'ONT en tant que directeur et celles passées au secrétariat du tourisme vous servent-elles aujourd'hui dans l'accomplissement de votre mission finalement? Bien sûr, mais vous oubliez une partie très importante de ma carrière professionnelle. C'est que j'ai commencé dans la locale. J'ai commencé comme directeur du tourisme d'une wilaya, avant d'aller comme directeur général de l'Office national du tourisme. Donc ça m'a permis de toucher de très près aux problèmes du tourisme, sachant que le tourisme est une affaire de terrain.
Vous savez, on a beau dire que l'on sait tout, mais finalement on a toujours, et c'est pour cela que ce site dédié au ministère, Dzer7merveille.net, vient à point nommé pour permettre aux internautes, aux citoyens algériens, de nous permettre de connaître davantage l'Algérie. Par exemple, quand on est à Ardea, c'est des paysages spécifiques, c'est une culture spécifique, c'est des traditions originales, c'est des dialectes propres à la région. Vous prenez un avion, vous allez de Ardea à Tamanrasset, vous avez l'impression de changer de pays. Vous allez en Kabylie, c'est une autre histoire. Vous voyez, c'est un pays continent, l'Algérie. Cette merveille, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette appellation. Maintenant, ma carrière professionnelle, il est vrai qu'elle m'a servi à acquérir de plus en plus d'expérience en passant de la locale au promotionnel, puis à la stratégie, à la politique. Donc, effectivement, j'ai eu la chance de gravir les échelons et je compte mettre tout cela à contribution pour qu'il y ait beaucoup plus d'efficacité et beaucoup plus de résultats concrets. Alors revenons aux objectifs maintenant. Vous évoquez les ZET, les zones d'expansion touristique. Pouvez-vous nous en dire plus? À quoi servent-elles? Elles sont au nombre, je crois, de 205. Absolument. Alors les zones d'expansion touristique, en fait c'est les ZET, les zones d'expansion et sites touristiques. Ce sont des zones classées en vue de leur préservation. C'est-à-dire que pour la plupart, elles ont été décrétées en 1988. Et là aussi, il y a beaucoup à dire, parce qu'en 1988, il y avait une tendance. C'était la tendance balnéaire. Tout le monde se souvient des Club Med et des slogans des années 70, le soleil et la mer. Donc, il y avait cette tendance balnéaire, si bien que, si vous remarquez, sur les 205 Z décrétés dans notre pays, plus de 70% sont des Z balnéaires. À tel point qu'aujourd'hui, nous en pâtissons un petit peu parce qu'aujourd'hui, le tourisme au niveau mondial est en train de connaître un nouvel essor. Aujourd'hui, il est en train de se retourner vers le cultuel, vers le gastronomique, vers le rural, vers le thermal. Et si bien qu'avec 205 Z, nous sommes en train de nous dire que nous avons quand même un déficit en matière de zones touristiques, dans la mesure où nous sommes obligés aujourd'hui de renforcer notre capital de foncier touristique en classant des Z autres ou hors balnéaire. Alors les Z sont là pour abriter, recevoir des projets exclusivement touristiques. C'est pour ça que ça s'appelle des zones d'expansion et sites touristiques. Quels sont justement les critères d'acceptation des dossiers? Pour accéder à l'investissement. Oui. Alors là, il faudra que je vous brosse un petit peu la stratégie adoptée par le gouvernement en matière de la dynamique dont je vous ai parlé tout à l'heure relative à l'investissement touristique. Il faut savoir que sur les 205 Z recensés au niveau national, il y en a 22 qui ont fait l'étude d'un plan d'aménagement touristique, d'une étude. Il y en a d'autres qui ont des études en cours de réalisation et il y en a d'autres qui n'ont pas encore été lancées. Bon. Maintenant, comment accéder à la Z en matière d'investissement? Il faudra que cette zone ait fait l'objet d'une étude d'aménagement, bien sûr, pour que le projet puisse s'intégrer dans un plan de masse. Alors, bien entendu, nous allons ajouter certains critères et nous allons veiller scrupuleusement à ce qu'ils soient respectés. C'est que l'investissement s'intègre aussi au site qui le reçoit. Je veux dire par là qu'on n'investit pas de la même façon au niveau du littoral qu'au niveau de l'urbain. Nous allons veiller à ce que les matériaux de construction soient compatibles avec la zone d'expansion touristique. Si nous voulons investir au niveau des sites balnéaires, il faut que l'investissement soit un investissement saisonnier pour qu'il cadre avec la forme touristique. Donc nous allons encourager la toile, les mobil-homes et tout ce qui permet une utilisation réversible. Maintenant, donc, il faudra que l'on soit conscient. Si vous ouvrez la porte aux investissements en béton, à titre d'exemple, les gens vont travailler 2 mois, ils vont commencer à se plaindre de l'effet de la saisonnalité. Donc nous pensons que le tourisme étant une science à part entière, une industrie à part entière, nous pensons qu'il est temps de mesurer donc l'ampleur de nos investissements et de les faire adapter au site qui les reçoit. Autre point, vous parlez souvent d'ailleurs, à bon escient, du concept de résilience. Alors un terme qui est beaucoup plus utilisé en psychologie, mais pas seulement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bien sûr, la résilience, économiquement parlant, est un concept
qui permet à une destination de résister à tous les aléas. En fait, ce que nous voulons en Algérie, c'est construire une destination qui n'est pas tributaire de la saisonnalité, mais qui n'est pas tributaire aussi de la géographie. Je m'explique. Nous voulons monter des destinations réparties sur tout le territoire national. Nous ne voulons pas que l'Algérie soit connue uniquement sous telle ou telle facette. Il était un temps où, quand on disait Algérie, on imaginait le désert. Alors que c'est faux. L'Algérie, ce n'est pas le Sahara uniquement. L'Algérie, c'est le Sahara, c'est le littoral, c'est le climatique, c'est le thermal, c'est le culturel, c'est le cultuel, et j'en passe. Alors, la résilience nous permet quoi? Nous permet de ventiler, de répartir l'industrie touristique sur tout le territoire national, ce qui fait que nous n'allons pas dépendre d'un territoire au détriment d'un autre territoire. Nous n'allons pas dépendre des aléas géopolitiques. Regardez ce qui s'est passé au niveau du Sahel et qui a eu des répercussions sur le Grand Sud. Donc, ça nous permettra à chaque fois d'avoir d'autres possibilités et que l'industrie touristique soit une industrie pérenne à longueur d'année. Ça, c'est sur le plan géographique. Sur le plan saisonnier, nous ne voulons pas dépendre du tourisme balnéaire et nous ne voulons pas dépendre du tourisme saharien. Parce que le balnéaire vit 3 mois, le saharien vit 5 mois. Nous voulons une industrie pérenne, le thermalisme. Il n'y a pas mieux que le thermalisme. Il ne pâtit pas de la saisonnalité. Et puis, attention, quand on dit thermalisme, beaucoup de gens imaginent le 3e âge, la vieillesse, la maladie, la sénilité. C'est faux. Pas forcément. C'est faux. Il faudra qu'on revoie aussi cette image du thermalisme qui s'adresse à tous les âges. Aux jeunes, le spa, la remise en forme. Puis, il faut savoir qu'une station thermale n'est pas un hôpital. C'est vrai qu'elle comporte une aile médicalisée, mais ce n'est pas un hôpital. Une station thermale est une structure touristique susceptible d'abriter les enfants, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, les couples, et c'est comme cela que nous allons donc réaliser ce concept de résilience qui nous permettra donc à tout moment d'être présents touristiquement, géographiquement et même par rapport aux saisons. Mais pour le moment, d'un point de vue stratégique, votre politique s'oriente exclusivement vers un tourisme national. Pour quelle raison? Il ne faut pas confondre tourisme national et tourisme de masse. S'il vous plaît, c'est très important. Nous voulons encourager le tourisme national, c'est-à-dire le tourisme domestique. Je vous dis pourquoi. Parce que lors des années 70, l'Algérie était quand même une destination touristique. Mais c'était une destination touristique beaucoup plus pour les internationaux, pour le tourisme extérieur. Tout le monde s'en souvient. Et moi, je le dis, je persiste et je signe à dire qu'il y avait là une erreur stratégique. Parce que on ne peut pas acheter des dentelles avant d'avoir des chemises. On ne doit pas mettre la charrue avant les bœufs. Nous avions commencé par le tourisme international sans développer le tourisme national. Et moi, je dis que le tourisme national est indispensable pour la mise en tourisme d'une destination. Il faut d'abord commencer par les nationaux pour ensuite prétendre développer une destination touristique d'envergure internationale. Donc nous développons le domestique dans la perspective du développement touristique international. Maintenant, je vous ai dit, il ne faut pas confondre avec le tourisme de masse parce que nous sommes conscients des effets néfastes du tourisme de masse sur les écosystèmes. Et c'est pour cela aussi que je ne vous dirai pas que nous allons développer exclusivement un tourisme d'élite. Mais je vous dirai que cela dépendra des zones et des régions. Chaque région, chaque zone sera dédiée à une forme touristique particulière. Mais est-ce que cela signifie que le tourisme international, finalement, n'a pas encore sa place en Algérie? Si, puisqu'on a 1 300 000 touristes recensés lors du premier semestre 2013, à partir du 1er janvier au 30 juin, dont pour être très précis, 530 000 étrangers. Et le reste, c'est des Algériens, c'est des touristes algériens qui résident à l'étranger et qui jettent leur dévolu sur l'Algérie alors qu'ils auraient pu le faire sur un autre pays. Donc c'est pour cela que nous les considérons comme touristes. Et puis sachez aussi qu'il y a une augmentation assez sensible d'année en année. Chaque année, on a 10%, 15%, 20% d'augmentation par rapport à l'année précédente. Mais ne confondez-vous pas tourisme et voyage d'affaires? Non. Dans le nombre d'étrangers que vous comptabilisez justement? Non, parce qu'il y a une forme touristique très très affectionnée qui s'appelle le tourisme d'affaires. Les voyages d'affaires, c'est du tourisme. Et sachez que le tourisme d'affaires représente 20% des entrées
mondiale inhérente au tourisme. Donc au contraire, nous encourageons le tourisme d'affaires. Pourquoi ? Parce que le tourisme d'affaires nous permet de ramener une clientèle d'un certain standing. Et puis, les touristes d'affaires, quand ils viennent pour affaires, ils veulent aussi avoir un programme à côté. Et c'est une occasion, justement, pour faire connaître le reste, pour transformer le tourisme d'affaires en tourisme de détente et de loisirs. Je vous parlais tout à l'heure de matériaux de construction. Le tourisme d'affaires nécessite des structures d'hébergement propres à lui. Un touriste d'affaires, on ne le met pas dans un bungalow. Un touriste d'affaires, on le met dans un 5 étoiles, au moins. Mais un touriste de loisirs, imaginez qu'un hôtel de la stature ou de l'envergure de l'Horacie ou El Jazeera soit copié et collé à Jeannette. Ça sera une fausse note. L'Horacie est bien là où il est parce qu'il sert à abriter les touristes, je le redis, d'affaires. Maintenant, chaque forme touristique ayant ses spécificités, puisque vous m'avez tendu la perche, les investissements dont vous m'avez parlé tout à l'heure doivent s'intégrer pour répondre à telle ou telle demande touristique. Donc, les 530 000 étrangers qui ont jeté leur dévolu sur l'Algérie, je vous donne maintenant les chiffres beaucoup plus exacts émanant de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, qui est notre source d'information officielle. 70% c'est des touristes de détente et de loisirs. 25% c'est des touristes d'affaires, 5% c'est des missionnaires qui viennent en mission. Et parmi justement ces étrangers qui viennent en détente et en loisirs, où se dirigent-ils le plus ? Nous avons remarqué qu'ils sont répartis entre Alger, Oran, donc c'est les grandes métropoles, les grandes villes algériennes, et aussi le sud, même si leur nombre a un peu diminué depuis quelques années. Il faut le dire, le sud, et quand je vous dis sud, s'il vous plaît, ne vous fixez pas sur le Tassili, Najer et Ougar. Notre sud, comme on le dit, fait perdre le nord. Notre sud est immense. Quand je vous sud, ça commence par Boussaada, ça commence par la porte du désert que représente Tenhama, c'est l'oasis rouge, Timimoun, c'est la boucle des oasis. Je ne sais pas si vous connaissez. La boucle des oasis, c'est un circuit qui a fait les beaux jours du tourisme algérien lors des années 70-80 que nous sommes en train de réhabiliter et qui permet de passer sur un ensemble de wilayas. Il y a aussi la route d'Exour. La route d'Exour, c'est du côté de Béchar, Timimoun, Adrar, c'est l'Exour séculaire, en plus du Tassili Ougar et du Tassili Najer. Donc les touristes étrangers, internationaux, se répartissent entre les grandes métropoles algériennes et aussi le sud algérien dans toute son immensité. Alors à votre tour, Monsieur le Ministre, vous me tendez la perche puisque vous parlez du Sud. Je voulais tout simplement qu'on revienne, mais sans langue de bois, sur la prise d'otages qui a eu lieu sur le site gazier de Tighine-Tourid. Réellement, est-ce que la situation sécuritaire permet de voyager, de séjourner dans le Sud ? Est-ce que vous avez lu Le vieil homme et la mer, Le vieil homme d'Ernest Hemingway ? Ouh, ça fait un moment. Alors, il a fini par avoir le gros espadon de, je sais pas comment, il a même pas pu le mettre sur sa barque, il a réussi à ramener le squelette, et c'était la victoire dans la défaite. Ben, sachez que pour nous, l'événement de Tighine-Tourid est une preuve indiscutable que l'Algérie est un pays stable, sécurisé, capable de se défendre et capable d'assurer la sécurité à ses visiteurs. Nous en faisons une preuve de sécurité et d'efficacité sur le terrain. Je vous parle sans langue de bois. L'Algérie est un pays stable, sécurisé, prometteur, où il fait très bon vivre. Et il est tout à fait normal qu'on veille à la sécurité de nos visiteurs, de nos touristes. Et par rapport à tout cela, peut-être qu'il y a de l'hyper-sécurisation des lieux qui fait penser à certaines personnes, à certains, qu'il y a un problème de sécurité chez nous. Je le dis officiellement, il n'y a aucun problème de sécurité en Algérie. Les événements de Tighine-Tourid d'abord n'ont pas concerné un site touristique, ils ont concerné un site gazier et qui est très 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 éloigné de Jeannette. Donc ça c'est une information que je vous donne à titre additif. Les événements de Tighine-Tourid sont des événements qui auraient pu arriver n'importe où. Donc vous me confirmez, là aujourd'hui, que le fait de privilégier le tourisme national au détriment du tourisme international n'a rien à voir avec le fait de contourner la question sécuritaire. Absolument, et merci de m'avoir posé la question. Absolument rien à voir. Absolument et officiellement rien à voir. Ça c'est une stratégie. Parce que nous avons remarqué que près d'1 million d'Algériens déjà se rendent à l'étranger pour passer leurs vacances. Nous avons des statistiques qui nous font dire que les Algériens, c'est des touristes
que toutes les destinations du monde se courtisent et se disputent, parce que c'est des touristes dépensiers. Nous avons remarqué aussi, et là il faut l'avouer, et très franchement, que ce qui fait que les touristes algériens choisissent les destinations étrangères, c'est qu'au niveau national, ils ne trouvent pas les prestations qu'ils recherchent. Donc à nous de leur garantir des structures d'accueil qui répondent à leurs attentes, à nous de leur garantir des prestations qui répondent aussi à leurs aspirations, à nous de leur dire, écoutez, vous pouvez rester chez vous et passer de très bonnes vacances, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent égaler la beauté de l'Algérie. Alors pensez-vous justement que les Algériens sont prêts à découvrir finalement l'immensité et la beauté de l'Algérie? Oui, nous avons tout récemment ouvert une page Facebook sur justement pour le ministère, et croyez-moi, vous pouvez la visiter la page. Les réactions des internautes, des citoyens sont très encourageantes, très prometteuses, parce que on se rend compte de plus en plus que l'Algérien devient de plus en plus conscient de la chance qu'il a d'être Algérien et de vivre en Algérie, sans chauvinisme aucun. Alors j'ai visité votre page Facebook, votre compte Twitter, oui. Effectivement. Est-ce que c'est là une manière de vous démarquer? Non, il ne s'agit pas de se démarquer, il s'agit de se mettre à jour. Je vous dis ça parce que si je ne me trompe pas, vous êtes quand même l'un des rares ministres algériens à avoir ouvert un compte Facebook et Twitter. Mais écoutez, moi je suis ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Et le comble d'un ministre du Tourisme et de l'Artisanat, c'est de ne pas communiquer sur Facebook et Twitter. Moi je pense que, étant à la tête d'un secteur qui a fortement besoin de la communication, je me dois de donner l'exemple et d'ouvrir des fenêtres, entre guillemets, qui permettent donc l'échange, la concertation, parce que, je vous le dis encore une fois, nous avons fortement besoin de communication dans le tourisme. C'est très important. Moi, j'ai visité beaucoup de wilayas dans le cadre de mes activités gouvernementales, et croyez-moi, il y a de très 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 jolis exemples d'investissement. Je peux vous en parler tout à l'heure. Je vous en citerai juste un petit exemple. Il y a la wilaya de Tarf. C'est à la frontière avec la Tunisie. La wilaya de Tarf, où le wali me racontait une très belle histoire. Il me dit, il m'a fait visiter une plage, mais une plage mais grandeur nature, une très belle plage vierge. Il m'a dit, vous savez, monsieur le ministre, cette plage a été ouverte grâce à un élu de l'Assemblée populaire de Wilaya de Tarf. Je lui ai dit, comment ça grâce à l'élu? Il m'a dit, j'ai un élu qui connaît cette plage, qui était enclavée, inaccessible, et à chaque fois il me tarabuste, monsieur Ali, il y a une belle plage. Il m'a dit, le jour où il m'a convaincu de visiter, je suis revenu chez moi ensanglanté parce qu'il n'y avait pas d'accès, il devait traverser un sentier épineux. Mais il m'a dit, quand j'ai vu la beauté de cette plage, je suis resté bouche bée. Et c'est comme ça qu'il a ordonné aux travaux publics l'accessibilité, l'accès, et c'est comme ça qu'aujourd'hui cette plage est ouverte à la baignade. C'est un petit exemple que je vous donne pour vous dire que il ne faut pas qu'on reste derrière l'arbre qui cache la forêt. Il faut voir l'Algérie dans toute sa splendeur, dans toute sa diversité, pour se rendre compte qu'on a besoin de tous les Algériens pour mettre la lumière sur les trésors cachés de l'Algérie. Et je crois qu'en visitant ma page Facebook, vous avez remarqué qu'il y a des conseils d'une pertinence, mais d'une pertinence très professionnelle de la part de certains internautes. Alors, à titre d'exemple, lorsque je m'apprête à visiter une wilaya, je donne l'information, et tout de suite, j'ai plein de commentaires de gens qui me disent « Monsieur Mille, il faut visiter tel lieu parce qu'il y a telle chose ». N'est-ce pas prometteur ? Et comment vous gérez justement vos comptes? Écoutez, à quelle fréquence? Est-ce que vous faites partie de ces ministres qui tweetent ou qui... Franchement, un petit peu. C'est en fonction de... Mais j'ai une petite équipe de communication autour de moi. Bien sûr, nous travaillons en concertation. Je vous rassure, je regarde tous les messages. Je n'y réponds pas à tous. J'ai une petite équipe qui peut le faire aussi à ma place, parce que nous avons la même vision. C'est la vision du ministère. Mais je lis tous les messages et je suis à l'écoute de tous les commentaires des Facebookers, c'est comme ça qu'on dit. Exactement, voilà. Vous êtes dans l'air du temps. Et maintenant, il y a des aspects sur lesquels je dois répondre personnellement, bien sûr. Il y en a d'autres, c'est des aspects génériques qui font appel à la stratégie. Donc mes collaborateurs sont aptes
à y répondre. Puis sachez que ce que nous attendons de ces, puisque vous me parlez de Facebook, de Twitter, notre objectif c'est quoi en fait? C'est de créer des passerelles entre les citoyens et l'administration, c'est vrai. Mais il y a aussi un autre objectif qui n'est pas des moindres. Parce que aujourd'hui, nous sommes en 2013. Et en 2013, stop, il faut cesser de dire nous avons un beau pays, nous sommes un beau pays, il faut que les autres le disent. Parce qu'aujourd'hui, les marques, les destinations ont perdu le contrôle de leur devenir. Aujourd'hui, votre destination, votre pays, votre marque, n'est pas ce que vous en dites, mais ce que les autres en disent. Et c'est pour cela que j'ai ouvert cette page, pour entendre les autres dire ce que j'aurais voulu dire de mon pays. Je vous sais très attaché aux médias sociaux, au cinéma également, qui pour vous constituent des éléments cruciaux dans la promotion du tourisme. Absolument. Absolument, parce qu'aujourd'hui, de toutes les façons, le rôle des réseaux sociaux, qu'on appelle aujourd'hui médias sociaux, vous avez raison, est incontournable. Aujourd'hui, ce sont les médias sociaux qui font la différence. Ce sont les médias sociaux qui tranchent. Aujourd'hui, quand je veux visiter une ville, je choisis mon hôtel de chez moi, à travers mon laptop ou ma tablette. TripAdvisor, Dis-moi où, Trivago sont autant de sites qui peuvent me donner ce qu'on appelle le testimonial. C'est quoi le testimonial? Maintenant, c'est terminé l'histoire de la pub TV qui fait affluer les touristes ou les clients vers telle ou telle structure. Maintenant, avant de jeter mon dévolu sur telle ou telle structure, je vérifie en ligne. Et il y a les sites du testimonial, c'est-à-dire les gens qui ont séjourné dans tel hôtel, qui ont visité telle région et qui laissent leurs commentaires. Et ce sont des commentaires très très objectifs. Et quand je lis, je me décide à visiter ou à ne pas visiter. C'est ce que je ne cesse de dire aux professionnels. Aujourd'hui, je dis attention, le défi et l'enjeu se situent ailleurs aujourd'hui. Il se situe au niveau des médias sociaux. C'est terminé. Il faut, parce que si je ne suis pas présent au niveau des médias sociaux, je suis invisible. Et en étant invisible, je suis inexistant. Aujourd'hui, le défi, c'est la visibilité. Il faut que nous soyons visibles. Et pour être visible, il faut utiliser les TIC, mais aussi, il faut être professionnel. Parce que c'est une arme à double tranchant. Aujourd'hui, une chambre ne me plaît pas. Je prends mon smartphone, je photographie et je poste instantanément la photo sur Facebook ou sur YouTube. Vous voyez, alors que je reviens aux années 70. L'hôtelier, le voyagiste avait tout le temps pour rectifier le tir au cas où son client était insatisfait. Le temps que son séjour finisse, il avait le temps de se rattraper. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de se rattraper. Si on se trompe, si on fait une erreur, on est pénalisé instantanément. Et je crois que c'est à cela que nous devons nous atteler à faire face. Alors, médias sociaux, cinéma, mais aussi les médias tout court. Ben oui. Vous avez inauguré le 22 octobre la première journée nationale de la presse, oui, en conviant à dîner les journalistes algériens. Oui. Vous avez lancé, lors de ce dîner, un appel à la collaboration, au partenariat. Absolument. Parce que moi, je suis de ceux qui croient dur comme fer que les médias sont un maillon, peut-être le maillon le plus fort de la chaîne touristique. J'y crois dur comme fer. Parce que communiquer, c'est quoi? Communiquer, ce n'est pas parler, comme on se l'entend dire ça et là. Communiquer, c'est utiliser le bon canal. Je vous donne un exemple. Si moi, je veux viser les jeunes, imaginez, moi, je veux viser la jeunesse algérienne qui représente 60% de la population totale algérienne, ou plus de 60%. Imaginez qu'en voulant viser les jeunes, j'utilise la presse écrite. Le résultat sera timoré. Imaginez que j'utilise la télévision. Combien de jeunes regardent la télévision? Le jeune, c'est les réseaux sociaux. Donc si je veux viser les jeunes, j'utilise le canal qu'affectionnent ces jeunes. Si je veux viser le troisième âge, j'utilise le canal qu'affectionne le troisième âge. Nous devons devenir professionnels. Et c'est pour cela que
nous avons fortement besoin des médias, toutes catégories confondues, parce que si nous voulons porter haut et fort le message de la destination Algérie, c'est grâce aux médias que ce message arrivera. Parce que les médias représentent toutes les tendances. Toutes les tendances. Même nos quotidiens sont des quotidiens à tendance. Donc, on sait pertinemment qu'en utilisant tel média, nous allons viser telle cible de population ou de clientèle. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas si longtemps de ça, on lisait beaucoup des titres du genre le grand ratage. Tourisme, le grand ratage. Parce que certaines parties pensaient qu'on devait, vous ne me l'avez pas posé la question, mais je vous tends une perche, qu'on devait saisir l'opportunité de ce qui se passe chez nos voisins. C'est-à-dire qu'on devait saisir l'occasion pour lancer notre... Mais maintenant, les médias comprennent que l'industrie touristique n'est pas l'industrie automobile et n'est pas l'industrie des ordinateurs ou des tablettes. L'industrie touristique ne vend pas des biens ou des produits. L'industrie touristique vend des services. Des services. Et que je ne peux pas demander à une destination de profiter de l'effondrement d'une autre destination, parce que ce n'est pas des voitures qu'on vend. Alors le marché de voitures, tel marché de voitures est en panne, je profite et je vends les miennes. C'est une destination. Et une destination a besoin de prestations, a besoin de structures d'accueil dignes de ce nom, a besoin de circuits touristiques, a besoin de... Et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on fait tout ça. Et puis, si on prenait le risque de nous aventurer à essayer de profiter de la déconvenue des uns et des autres, ça risque d'être contre-productif, parce que si le touriste vient et qu'il est insatisfait, les réseaux médias sociaux aidants, ce ne sont plus, comme on le disait lors des années 70, un touriste insatisfait, c'est 100 de découragés, c'est des millions de découragés, voire même des milliards. Donc nous ne prendrons pas ce risque, nous considérons que nous sommes en train de construire notre destination, nous la voulons comme étant une destination qui se démarque par rapport aux autres. L'Algérie se doit et se veut d'être une destination chère. Chère, chérir, et chère, cherté. Alors, adhésion ou prise de conscience de la part des médias, je voudrais quand même qu'on évoque l'annonce que vous avez fait le 22 octobre lors de cette soirée, c'est-à-dire la création du club de la presse, du tourisme et de l'artisanat. Absolument. C'est très important. Alors, il est attendu pour quand? Comment? Qui fera partie de ce club? Voilà. Vous savez, il y a déjà un groupe de journalistes qui nous a toujours accompagnés. L'association des plumes touristiques. Voilà. Donc vous avez compris que le groupe est prêt, en fait, le club, pratiquement il est prêt, c'est l'appellation qui va peut-être changer. Donc ça ne veut pas dire qu'on va fermer les portes aux autres, mais pas du tout. Pas du tout, mais notre objectif est de spécialiser. Parce que vous comprenez qu'il faut que le journaliste qui écrit, surtout, il faut qu'il soit imprégné du fait touristique. Il faut qu'il soit, il faut qu'il sache ce qu'est une nuitée. Alors vous avez parlé justement de formation, de former les journalistes. Absolument, absolument. Il faut qu'il fasse la différence entre un touriste et un estivant. Il faut qu'il fasse la différence entre la nuitée et l'arrivée, par rapport au concept hôtelier. Il faut qu'il sache ce qu'est le développement durable. Il y a des gens qui viennent nous dire, vous savez, moi j'ai vu un très bel hôtel à Dubaï, je veux le faire à Tamanrasset. Je dis, mais ça va pas, vous avez perdu la tête ou quoi? Puis vous avez fait un très bel... Il est très beau à Dubaï, il n'est pas très beau à Tamanrasset. Vous voyez un petit peu Et on a besoin de journalistes imprégnés de toutes ces valeurs pour savoir que le tourisme étant un art, il a besoin de ces artistes. Et comment comptez-vous vous y prendre justement? En renforçant la relation avec ces journalistes, en les faisant participer systématiquement à toutes les sorties sur terrain, c'est très important, à les associer à... Mais ça se passe, oui. Ça se passe déjà, il y a des éductours qui sont déjà organisés pour la presse. Oui, mais il faut que ce soit des éductours ciblés maintenant, thématiques. Je veux dire, lorsque on veut fabriquer un produit touristique, je vous donne un exemple, parce que c'est vrai que le tourisme vend des produits. Par exemple, je vous vends la boucle des oasis. La boucle des oasis, c'est un circuit bien tracé avec son soft et son hard. Le hard, c'est les hôtels, les villages sahariens, les restaurants. Son soft, c'est la ressource humaine. C'est le guide.
c'est les accompagnateurs. Eh bien, on fait assister les médias à ces circuits pour que les médias puissent servir de relais, donc par rapport à la promotion et à la publicité pour ces circuits. Vous voyez qu'en les associant, on est gagnant sur tous les plans. Et nous allons tâcher donc de créer des passerelles à l'infini avec nos partenaires, je les appelle toujours ainsi, des médias, que ce soit à travers leurs plumes, à travers leurs ondes ou à travers leurs caméras. Parce que, comme je l'ai dit hier, c'était très spontané, je leur avais dit bonne fête pour vous, bonne presse pour nous, parce qu'on veut que le tourisme ait bonne presse. C'est stratégique. N'est-ce pas? Revenons aux zones d'expansion touristique. On vous sait très attaché à la démarche, on va dire, écotouristique, Oui. et par là même, vous êtes plutôt réticent, vous serez réticent aux projets futuristes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je dis que les projets futuristes ne doivent pas être implantés n'importe où. Un projet futuriste serait accepté dans une métropole, dans une grande ville. Ça peut faire l'affaire. Mais un projet futuriste au niveau d'une zette paradisiaque comme celle de Awana Djidjel, ou au niveau de Tarf, ou au niveau de Skikda, ou au niveau de Tlemcen, vous connaissez les aides, c'est des aides d'une virginité, d'un écosystème absolument renversant. Donc moi je dis que lorsque le touriste, et vous le savez, et vous le partagez avec moi, lorsque le touriste vient en Algérie, ce n'est pas pour habiter comme il habiterait chez lui. C'est pour habiter comme habiterait un Algérien. Lorsque le touriste vient en Algérie, c'est pour visiter des structures avec une architecture algérienne. Lorsque le touriste vient en Algérie, c'est pour manger ce que mange un Algérien. Moi je trouve qu'il est indécent, c'est le mot, indécent, que de donner aux touristes à manger un plat français ou un plat anglais. Donc, par rapport à tout cela, ma réticence vient du fait que j'exige, et je l'exigerai tout le temps que cela me soit permis, j'exige que le projet s'intègre au site, à travers l'architecture, à travers les matériaux de construction, parce que, je vais vous étonner, un projet touristique, un investissement, c'est comme une greffe d'organes. La greffe d'organes, on ne la fait pas comme ça. À l'aveuglette, on fait des analyses, incompatibilité, est-ce qu'il n'y aura pas de rejet? Eh bien, c'est la même chose. Des fois, on réalise un projet touristique sans étude et on se rend compte qu'il y a un rejet aussi bien au niveau de l'écosystème. Il y a beaucoup de destinations touristiques qui nous avoisinent, qui sont en train de dynamiter, de démolir, je ne cite pas le nom du pays, de dynamiter leur structure hôtelière qui avait été implantée en bord de mer, parce qu'ils ont vu maintenant les conséquences catastrophiques. Donc nous, je vous disais, il y aura un rejet par rapport à l'écosystème, mais plus grave encore, il y aura un rejet des populations locales, parce que beaucoup de populations locales n'accepteraient pas qu'on leur fasse telle ou telle structure. Il faut, avant de faire un projet touristique, il faut mûrir. Il faut qu'il y ait une étude empreinte de maturité. Il faut faire une étude. Est-ce que je vais réaliser au niveau d'un site littoral? Quel est le matériau de construction le plus compatible au littoral? Et par rapport aux populations, je vous donne un exemple. J'étais à Béjaïa dernièrement, au cours de la saison estivale, et on m'a fait une projection à laquelle on me montre que les estivants préfèrent aller louer des appartements chez les habitants plutôt que d'aller louer dans les hôtels de Béjaïa. Vous savez pourquoi? Parce que l'estivant algérien, c'est la famille. Et la famille n'aime pas habiter l'hôtel. Je vais avec mes enfants, je ne vais pas prendre 4 chambres. Ils aiment les bungalows, ils veulent avoir une cuisine. Donc nous devons nous adapter à la demande réelle. Nous ne devons pas naviguer à vue. On doit être, vous comprenez, être scientifique, être rationnel. Sachez par exemple que lorsque vous parlez de saison estivale, de tourisme saisonnier, de tourisme balnéaire chez nous, c'est un tourisme qui est destiné aux familles et par conséquent il faut encourager les investissements familiaux. Maintenant, ceci dit, rien ne nous empêche de varier les... Je reviens à votre question. Oui, nous ferons de sorte qu'il n'y ait pas de fausses notes au niveau de nos zones touristiques. Nous ferons de sorte que les investissements soient adaptés, s'intègrent, s'implantent dans le site. Je vous donne un dernier exemple. J'étais à Béjaïa toujours et on m'a fait visiter
une belle structure en cours de réalisation. Bon, c'est une région, je ne sais pas si vous connaissez la baie des Aiguades. Non, c'est une région, je vous conseillerais de visiter, où il y a une association environnementale, écologique, très dynamique, ça fait plaisir pour protéger le site. À côté, il y a un investissement, c'est un hôtel qui est en train de monter. Malheureusement, on est mis devant le fait accompli. Il est en béton. Alors, quand on m'a fait visiter l'hôtel, le propriétaire, enfin le porteur du projet m'a dit, regardez, monsieur le ministre, la vue. Je lui ai dit, oui, elle est imprenable, elle est très belle. Je lui ai dit, mais j'ai une autre question à vous poser. Il m'a dit, laquelle? Je lui ai dit, moi, je voudrais savoir comment est vu votre hôtel à partir de cette vue. Il ne faut pas que vous soyez égoïste. C'est bien beau de me montrer la belle vue. Moi, je souhaiterais que votre hôtel aussi s'inscrive dans le paysage. C'est-à-dire que moi, je voudrais descendre de votre hôtel, aller à côté et je regarder votre hôtel pour dire est-ce une belle vue ou pas une belle vue. C'est ça un investissement touristique. C'est un investissement qui doit s'intégrer, qui doit ajouter une plus-value paysagère au site. Alors justement, comment lutter contre ce type de construction et l'État vous donne-t-il les moyens? Les cahiers des charges. Les cahiers des charges, oui, on a les moyens. Vous savez que quand on fait, par exemple, quand on veut mettre une zone d'expansion touristique en concession, c'est nous qui élaborons les cahiers des charges. À l'intérieur des cahiers des charges, on peut introduire une clause disant le porteur du projet ne doit pas utiliser tel matériau, tel. Vous voyez, si on peut agir. Dorénavant, on pourra agir. On pourra agir. Et puis il y a aussi, il faut le dire, les Algériens évoluent. Les investisseurs algériens évoluent de plus en plus, en sentent de plus en plus une conscience par rapport à l'aspect architectural, mais aussi, Dieu soit loué, à l'aspect protection de l'environnement. Parce que la terre ne nous appartient pas. Elle nous est prêtée par nos enfants. Il faudra qu'on puisse la leur rendre. Et puis, comme dirait l'autre aussi, il faut que je le dise. Je dis je, mais en fait, je vous parle de la vision du gouvernement algérien. Nous ne voulons pas que, comme dirait l'autre, je ne sais pas qui a dit, les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent. Vous voyez, avant les hommes, il y a les forêts, et après les hommes, il y a les déserts. Non, nous voulons que la forêt continue à exister. La forêt, je veux dire l'écotourisme. Pourquoi justement cet écotourisme? Pourquoi vous vous inscrivez dans une démarche écologique et touristique? D'abord, c'est la tendance mondiale. D'abord, il faut que vous sachiez, il y a un retour prodigieux vers l'écotourisme. Ça me rappelle l'adage chasser le naturel, il revient au galop. Et ben voilà, la nature est en train de revenir en galopant aujourd'hui. Maintenant, vous avez bien fait de me rappeler ça, les touristes, excusez-moi d'exploser, on en marre. On en marre de l'artificiel. On en marre des buildings flambant neufs. Les touristes recherchent de l'authenticité. Le touriste contemporain paye très cher pour le silence, pour l'absence de pollution. Il veut vivre une aventure. Ça, c'est une de vos phrases. Hein. Absolument. Il ne veut pas voyager, il veut vivre une expérience. Aujourd'hui, on ne voyage plus, on vit une expérience. Et de retour chez nous, on partage cette expérience à travers les réseaux sociaux dont vous parliez. Et c'est ça la nouvelle tendance. Alors pourquoi l'écotourisme? Parce que d'abord, c'est la tendance mondiale, parce que c'est un tourisme respectueux de la nature, respectueux des populations locales, parce que c'est un tourisme durable. Il ne faut pas qu'on soit égoïste. Qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? Lorsqu'on encourage l'investissement réversible, c'est une façon de dire aux générations futures, dans un siècle 2, ça ne vous plaît pas, vous enlevez, vous refaites. On ne vous a pas hypothéqué vos chances de développement touristique. C'est très noble. Et pensez-vous justement que cette prise de conscience pour les Algériens passera par les touristes et par le tourisme, en quelque sorte? Oui. Sur l'écologie, je parle toujours oui, j'ai compris. de l'écologie. Oui, parce qu'on ne le ressent pas forcément. Je sais qu'on le ressent pas forcément, Algériens. parce que là où le bas blesse chez nous, moi je le dis aussi avec beaucoup de franchise, ça me rappelle là une phrase de Victor Hugo, tout édifice, un édifice, une construction, a deux dimensions. La dimension utilitaire, c'est-à-dire la dimension d'utilisation, et la dimension paysagère, l'extérieur, la beauté. La première appartient au propriétaire qui va l'utiliser, qui va y vivre, qui va l'utiliser comme commerce. La deuxième appartient à tout le monde. Et il nous faudra faire des efforts par rapport à la deuxième. Dire à nos concitoyens, oui, c'est bien beau d'être à cheval par rapport à l'intérieur, mais sachez que l'extérieur reflète l'image du pays, l'image de tous. Et c'est à ce niveau que nous devons
quand je dis nous, c'est vous et nous. C'est les médias et nous. Nous devons conjuguer nos efforts pour justement passer ce message fort que ça ne sert à rien, entre guillemets, j'improvise, d'être beau chez soi. L'essentiel, c'est d'être beau partout. C'est la beauté collective qui fait la beauté d'un pays, ce n'est pas la beauté individuelle. Et il y a là aussi une conscience, il y a les prémices, on va dire, d'une conscience chez nos concitoyens, surtout chez nos jeunes. Je le dis avec beaucoup de fierté et d'optimisme. Nos jeunes sont pétris de qualité. Pétris, je dis bien, pétris de qualité. À charge pour nous de savoir les canaliser. Nos jeunes excellent dans les technologies d'information et de communication. Nos jeunes sont d'une ouverture d'esprit renversante. À charge pour nous de les canaliser, de les encourager et de leur donner la chance de s'exprimer. J'ai lu dans une de vos interviews que vous étiez partisan du glamping. C'est le mélange du glamour et du camping qui existe déjà. C'est un concept qui existe déjà en Europe. Expliquez-nous. Ben oui, pourquoi apporter ce concept ici? Est-ce qu'il existe déjà d'ailleurs en Algérie? Non, il n'existe pas chez nous. Justement, le glamping, moi je l'ai utilisé parce que il faut qu'on soit réaliste. Chez nous, le camping ne fait pas encore des vagues. Je veux dire, les gens n'ont pas encore cette culture du camping. Et les campings qui existent, je vais vous le dire crûment, donne beaucoup plus envie de décamper que de camper. Alors que la formule de camping est une formule extraordinaire au niveau mondial. Il y a des campings d'1 étoile, 2 étoiles, vous voyez, il y a des standings de camping. Le camping n'est pas la toile archaïque qu'on utilise ça et là. C'est des terrains, mais à grandeur nature, ça donne il y a beaucoup de familles très riches, très aisées, qui préfèrent le camping au dur, parce que le camping donne l'impression de passer des vacances. Alors, le glamping, c'est quoi? Le glamping, c'est parce qu'il y a des gens réticents, qui ont du mal à se départager de leur luxe quotidien. Alors, leur chambre à coucher, leur salle de bain. Le glamping, c'est quoi? C'est la tente, mais à l'intérieur, vous avez toutes les commodités. Tente ou bungalow ou mobilo, mais à l'intérieur, vous avez toutes les commodités, c'est-à-dire l'habitat. L'habitat, il ressemble à un habitat réversible, saisonnier, provisoire. Mais quand vous rentrez à l'intérieur, vous avez votre chambre à coucher, vous avez votre salle de bain, vous n'avez pas l'impression d'avoir quitté votre appartement. Mais l'extérieur, donc c'est pour un petit peu concilier les deux. Vous l'avez dit, c'est glamour et camping. Alors, vous vous donnez combien de temps pour mener à bien votre mission ? Écoutez, le temps, comme dirait Baudelaire, les minutes mortelles folâtres sont des gangs qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or. Je me donne combien de temps? Écoutez, nous avons une stratégie, vous la connaissez, le schéma directeur d'aménagement touristique qui s'étale jusqu'à l'horizon 2030. Nous avons des étapes, des bilans d'étapes. Combien de temps? Nous sommes aujourd'hui à 90 000 lits agréés par le ministère du Tourisme, dont plus de 52 000 connaissent un taux d'avancement de plus de 60%. Ça veut dire, nous avons un parc hôtelier en exploitation d'environ 97 000. Nous en avons à peu près 55 000 en cours de réalisation qui vont être réceptionnés dans quelques mois, quelques années. Nous sommes en train de reconstruire notre parc hôtelier. En parallèle, nous avons des écoles de formation qui sont en train de voir le jour. Nous avons une très belle école à Ain Benyan, ici à Alger, qui va être réceptionnée lors du premier trimestre de 2014 et qui va être gérée, tenez-vous bien, par l'école hôtelière de Lausanne, de Suisse. Ils vont gérer cette école pendant 8 ans pour permettre le transfert de savoir-faire aux formateurs algériens. Nous avons le projet de l'école de Tipaza, de 1200 places pédagogiques, celui de Temochent, avec 400 places pédagogiques, une école à Adrar, plus exactement à Timimoun. Nous avons aussi, pas plus tard qu'hier, approuvé par le gouvernement algérien un texte de loi qui va permettre à l'École nationale supérieure du tourisme de l'Eurasie d'avoir des annexes un peu partout en Algérie. Donc vous comprenez que nous sommes conscients que la relance de l'industrie touristique passe par le hard, par les hôtels, passe par la formation, passe par la sensibilisation, passe par la communication. Donc il n'y a pas, je ne vous dirai pas que j'ai besoin de tant d'années, c'est progressif. C'est progressif, nous allons monter une destination touristique au fur et à mesure, et je crois que les premiers résultats commencent quand même à se faire sentir.
Et si vous deviez lancer un message aux professionnels du tourisme et de l'artisanat, parce qu'on ne l'a pas évoqué, oui. Quel serait-il? D'abord, il faudra savoir que le tourisme et l'artisanat sont deux secteurs extrêmement imbriqués et liés. Pourquoi? Parce que le tourisme, pour l'artisanat, représente une excellente opportunité de marketing. Excellente. Il n'y a pas mieux que le tourisme pour permettre aux artisans d'écouler leurs produits. Il faut savoir que l'artisanat, il y a trois types de produits, d'artisanat. Il y a l'artisanat d'art, il y a l'artisanat des services, et il y a l'artisanat des biens. Alors la poterie, etc., l'artisanat qui produit des biens. Alors le tourisme est une excellente plateforme de commercialisation pour l'artisanat, et c'est pour cela que nous voulons encourager, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des destinations régionales. Chaque destination aura sa spécificité, son artisanat, sa gastronomie, ses fêtes locales, c'est très important, ses us, ses coutumes, ses traditions. Maintenant, l'artisanat pour le tourisme. L'artisanat pour le tourisme, c'est une aubaine. C'est une aubaine parce qu'il permet justement de faire ressortir ce dont je vous parlais tout à l'heure. Les destinations régionales avec une âme, avec une identité, grâce à leur artisanat, Donc nous voulons qu'il y ait ces passerelles entre les deux secteurs. Même dans l'artisanat, nous donnons une importance capitale à la formation. Et nous luttons contre la déperdition des métiers et des activités artisanales qui sont menacées par vous voyez, donc nous voulons que ces métiers puissent subsister, durer, être transmis aux générations futures. Nous voulons aussi que l'artisanat donne aux artisans, en général, l'occasion de prétendre à un développement territorial intégré, c'est-à-dire utiliser les matériaux locaux, les artisans locaux, et se constituer en ce qu'on appelle des systèmes de production locale, des SPR. Donc il y a aussi un plan d'action à l'horizon 2020, et nous voulons faire participer le tourisme dans l'artisanat dans le tourisme. Je vous donne un exemple. Nous allons faire le mois de novembre le salon international de l'artisanat, et vous allez voir que la participation des professionnels du tourisme va être plus nombreuse que jamais, parce que je tiens à ce qu'on sache, à ce qu'on voit que c'est des secteurs très très imbriqués l'un dans l'autre. Le message que j'adresserai aux professionnels du tourisme et de l'artisanat, c'est de conjuguer leurs efforts, c'est de profiter de l'expérience des uns et des autres pour justement monter un produit touristique intégré. C'est très important, l'artisanat doit participer à la mise en valeur d'une destination. Sachez que nous sommes en train de préparer un projet de texte de loi qui va réviser la loi qui gère les agences de tourisme et de voyage, et nous allons exiger des voyagistes de prévoir à l'intérieur de leur local une vitrine des produits de l'artisanat locaux. C'est pour leur faire sentir du doigt que l'artisanat est une identité. Sachez aussi que le tourisme et l'artisanat sont des secteurs fortement créateurs d'emplois. Sachez qu'au moment où je vous parle, le tourisme chez nous crée 430 000 emplois. L'artisanat crée 480 000 emplois. Le nombre d'emplois cumulés des deux secteurs représente plus de 9% de la population active algérienne. C'est vous dire que c'est un secteur très prometteur, encore que le tourisme chez nous n'a pas encore, comme vous l'avez dit, atteint sa vitesse de croisière. Le message, c'est qu'il faut être conscient. Il faut être conscient de la chance qu'on a d'être algérien, de vivre en Algérie, parce que sachez que moi personnellement, à chaque fois que je sillonne les quatre coins de mon pays, je me sens à chaque fois de plus en plus fier d'appartenir à ce pays. Le message est celui-là. Il est très important. Il faudra que les uns et les autres se rendent compte il ne faut pas, comme je reviens à ce que j'ai dit, il ne faut pas qu'il y ait l'arbre qui cache la forêt. Et puis attention, là aussi je vous adresse à vous un message. Et il est très très important, quand je dis vous, c'est les médias en général, c'est que un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc il ne faut pas zoomer sur l'arbre qui tombe. Il faut aussi montrer la forêt qui pousse. Et chez nous, la forêt pousse, mais on n'en parle pas beaucoup. Donc je crois que le principal message que je voudrais adresser est celui-là, sachant qu'on m'a toujours appris que le message est un massage. Donc le message permet de un petit peu orienter les esprits, convaincre, et c'est pour cela qu'il faut en faire bon usage. Pour terminer,
Comment voyez-vous l'Algérie dans 10 ans? Ah, Sur le plan touristique, bien sûr. là, je suis absolument très optimiste. Très optimiste. Mon rêve est de voir justement l'Algérie comme étant une destination qui se démarque. C'est une destination qu'on ne choisit pas parce que c'est pas cher. Non, je n'ai pas envie de cette Algérie touristique. Je veux que le touriste qui vient en Algérie vient parce que ce qu'il va voir en Algérie, il ne le verra nulle part ailleurs. Une véritable destination unique dans son genre, une destination attractive, une destination qui n'altérera pas ses valeurs. Je ne sais pas si vous avez compris mon message, c'est une destination où les populations locales seront respectées. Parce que le touriste, quand il va dans telle ou telle région, il doit laisser ses traditions, ses coutumes dans ses valises. Il doit venir respecter la tradition, les coutumes, les us des populations locales. C'est ça le produit touristique. Maintenant, s'il va venir pour me pervertir les populations locales, je n'en ai pas besoin. Donc c'est comme ça que je vois l'Algérie touristique dans 10 ans, Inch'Allah. Et vous, monsieur le ministre, où serez-vous dans 10 ans? Peut-être chez moi. De toutes les façons, là où je serai, je suivrai de très près l'évolution touristique de mon pays. Très bien. Écoutez, je vous remercie d'avoir accepté C'est de moi qui répondre vous à mes remercie. questions. Merci pour vos questions pertinentes. Merci à vous.